Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Merci à Michel Rivasi d'être des nôtres. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici avec toutes les mesures de précaution, les masques, la distanciation. Il n'y aura pas de pont convivial comme on a l'habitude d'en faire un. À la sortie, hélas, c'est la convivialité qui trinque, voilà. Pas de témoins non plus. Nous avons craint qu'au dernier moment, on va pouvoir faire la conférence, c'était un petit peu compliqué. Donc nous sommes forcément en jauge réduite aussi. Mais comme chaque fois, la conférence va être captée et les absents pourront donc la visionner sur notre site dès lundi pour la partie conférence, puisque les questions en revanche ne sont pas filmées. Voilà. Alors, ça risque d'être un système de fonctionnement pendant un certain temps. Je pense que ce sera le cas pour nos prochaines conférences. Celle sur la démocratie en novembre avec Fernand Karadianis de Saillant, dans la Drôme. Toujours la Drôme. Ben oui, on ne sait pas pourquoi la Drôme. Mais la Drôme, c'est super. Voilà. Comme un pays. Et puis la conférence de Charles Aramburu en décembre, intitulée de façon très provocatrice « La République est-elle vraiment universaliste ou structurellement raciste ?» Et ensuite, nous aurons des conférences au printemps, mais qui ne sont pas encore programmées. D'abord parce que c'était pas facile de programmer, et puis aussi parce que nous voulons nous projeter dans le contexte et puis coller à l'actualité. Donc, je pense que la prochaine fois, je pourrai vous donner les titres des conférences de janvier, février, mars. Elles seront de toute façon sur notre site. Notez déjà que Roland Gori sera avec nous en avril. Il ne voulait pas venir en hiver parce qu'il est assez âgé. Et il a de nombreuses choses à nous dire sur ce que nous vivons. Voilà. Alors, ce que nous vivons, justement, Michel Rivasi va nous en parler, c'est la seconde fois que nous avons le plaisir de t'accueillir à cette université populaire de Mâcon. La première fois, tu étais venu nous parler du racket des laboratoires pharmaceutiques. Et on disait, en venant, on disait dans le couloir, c'est malheureusement toujours d'actualité. Et la conférence est toujours en ligne sur notre site. Donc si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Vous ne risquez pas d'avoir quelque chose de dépassé. Tu es professeur agrégé de sciences naturelles et titulaire d'un DEA en didactique des sciences. Tu es connue du grand public comme cofondatrice et première présidente de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, plus communément appelée l'APIRAD. Que tu as créé en 1986. Et à l'époque, tu avais dénoncé dans les médias le mensonge d'état du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. Tu as cofondé également avec Corinne Lepage l'Observatoire de vigilance et d'alerte écologique, VALS. Ton engagement militant et associatif t'a amené à la vice-présidente du Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, REREM, et à la direction de Greenpeace France. Tu as été député de la Drôme de 1997 à 2002, puis vice-présidente du Conseil général de la Drôme et adjointe au maire de Valence. Candidate à la primaire écologiste de 2016 en vue de l'élection présidentielle de 2017, tu te qualifies parmi les deux finalistes et tu es battu au second tour par Yannick Jadot. Tu es députée européenne depuis 2009, troisième mandat, membre d'Europe Écologie Les Verts évidemment. Au Parlement européen, tu es spécialiste des questions de santé environnementale, de santé publique et tu mènes un combat sans relâche pour la transparence, l'accès aux données et à l'information et contre les lobbies qui nous empoisonnent. Tu soutiens avec ardeur les lanceurs d'alerte et les victimes des scandales sanitaires et environnementaux. Je cite Mediator, prothèse mammaire, lévothyrox, glyphosate, amiante, etc. Point de suspension. Le poids des lobbies est un cheval de bataille pour toi et il faut dire que l'actualité semble te tendre la perche. Je liste aussi. Vote en première lecture du projet de loi ASAP, accélération et simplification de l'action publique, ça date d'hier. Une loi fourre-tout qui détricote notamment le droit de l'environnement avec des articles comme l'article 26 qui facilite l'implantation des sites industriels, ce qui après le Brisol est quand même vraiment un coup. Voilà, donc là, il n'y aura plus besoin de faire des demandes. Voilà. Vote à l'Assemblée pour le retour des néonicotinoïdes, insecticides bien connus pour leur action dévastatrice sur les abeilles, mais pas que.
Et ça va. Tu as travaillé particulièrement au Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens. Tu as d'ailleurs préfacé ce passionnant ouvrage qui s'appelle « Perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement pour nos enfants ». J'en avais fait la préface. Et tu expliques que l'ONG Pesticides Action Network a publié un rapport sur les autorisations abusives attribuées à des pesticides connus ou suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Une trentaine de substances actives ont été examinées parmi les 188 pesticides approuvés depuis juin 2011 dans l'Union européenne. Donc tu exiges que ces pesticides perturbateurs endocriniens soient retirés du marché parce qu'il faut bien se rendre compte que même ceux qui sont interdits continuent à être employés. La législation, dis-tu, n'est pas respectée, la Commission ne suit même pas ses propres règles. Une fois de plus, personne n'est responsable et les pesticides perturbateurs endocriniens continuent comme par hasard d'être sur le marché. Le système industriel mondial a un impact sanitaire grave sur les populations et sur le vivant. Les morts liées seulement à la pollution atmosphérique se chiffrent par centaines de milliers chaque année en Europe. Bref, la santé environnementale devrait être une priorité seulement, voilà. Et puis bien sûr, la situation sanitaire liée au Covid-19 se prête également aux inquiétudes. Nous sommes dans un contexte dans lequel la question du ou des vaccins, de la vaccination obligatoire ou pas, va susciter prochainement d'inévitables polémiques. Dans cette salle, nous avons tous des convictions, des doutes, des inquiétudes. Nous avons besoin d'éléments de réflexion pour fonder nos propres choix. Nous avons besoin de savoir qui sont ces lobbies, souvent évoqués comme éléments de poids dans les prises de décision. Comment fonctionnent les lobbyistes? Influence, prévarication, conflit d'intérêts. Et puis donc, la question provocatrice. Les décisions de nos gouvernants sont-elles prises dans l'intérêt de l'humanité ou bien, à l'heure où la défiance de la population envers les politiques s'amplifie, sommes-nous gouvernés par les lobbies? Michel. Très bonne introduction. Merci. Mais d'abord, bonsoir. Et puis, je vous dis félicitations de venir, parce qu'il faut quand même résister dans le monde dans lequel on était. Alors, je me disais, qu'est-ce que je vais leur tenir comme discours? Optimiste, pessimiste? Parce que des jours, j'avoue que je suis hyper pessimiste. Mais je suis toujours là à me battre, alors je me dis quand même, vous voyez, il y a toujours une lueur d'espoir. Alors, j'avais envie de commencer par, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche dans la vie? Vous voyez qu'on se dit quand même, il y a des forces un peu obscures qui nous gouvernent. Ben, comme vous l'avez dit, moi, c'est vraiment, ça a été de Tchernobyl. J'étais prof, vous savez, Normal Sud, tout ça, vous savez, sur des trains, sur des rails, hein. Et puis prof à l'IUFM à Valence. Et puis il y a eu cet accident de Tchernobyl où moi je faisais confiance aux autorités. Ils me disaient que non, on a été épargnés, qu'il n'y avait pas de soucis, tout ça. Et c'est là où il y a des voix différentes. Comme quoi, ouais, il faut toujours entendre ces voix différentes. Et c'était les autres pays, c'était l'Italie, c'était l'Allemagne, tout ça, qui prenaient des mesures. Et puis à l'époque, mon premier mari, parce que j'en ai eu plusieurs, était pilote de ligne. Et donc, il me disait, dès qu'on a atterri, ils ont fait des frottis, ils ont regardé ce qu'il y avait, et il y avait plein de radioéléments. Et moi, j'entendais Pellerin, vous vous rappelez, le grand patron du service central de protection contre l'environnement de l'UNICEF, qui disait, non, la France a été épargnée, on a un beau anticyclone, il y avait le stop là, qu'on nous montrait à la télé. Et avec d'autres personnes, pourquoi il ne faut pas être seul, hein, vous voyez, l'être avec des assos, tout ça. On a fait des prélèvements et on s'est aperçu que, alors on avait fait des prélèvements de sol, de végétaux, etc. Champignons. De champignons, oui. Oui, des champignons, je suis une spécialiste des champignons. Et il fallait trouver quand même un endroit pour faire les mesures, à l'époque. Donc, moi, on habite à Drôme, très beau département, comme vous l'avez souligné, mais quand même avec plein de centrales nucléaires. Donc, eux, ils nous disaient, parce que je les ai appelés, ils disaient non, pas de souci, il n'y a pas de problème, etc. Et
le SCPRI, pour faire des mesures, il nous demandait 1500 francs à l'époque, hein, parce qu'on était en 86. C'était important comme... Et on s'est adressé à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, où là, il y avait le professeur Béraud. Vous voyez comme quoi la vie, c'est des rencontres. Hein. Je vous mets toujours les parenthèses de la vie, parce qu'on rencontre des gens quand même super. Et Béraud, qui était à l'époque responsable du GSIEN, vous savez, c'est un groupement scientifique qui était contre le nucléaire militaire. Et il me dit, bah, écoutez, venez à mon labo, mais nous, on n'a rien vu. Ah bon. On va à son labo, et il avait des spectromètres au germanium hyper pur, vous voyez, qui analysent tous les radioéléments. On prépare les échantillons, on met les échantillons, puis qu'est-ce qu'il voit sur le spectre? Eh bien, tous les radioéléments, le césium-137, le césium-134, le ruthénium, etc., etc. Et de l'iode de façon très importante dans les végétaux. Mais c'est pas possible où ça sort. C'est-à-dire que vous voyez que même les scientifiques, dans un labo spécialiste, alors c'était, lui il faisait de la physique fondamentale, mais il avait ses appareils et il se dit, ben, je vais vite dans la pelouse pour faire des prélèvements pour voir si nous aussi on a été touchés. Ben, aussi, à Villeurbanne, ils avaient été touchés. Alors moins que la Drôme, et c'est là où on a fait toute une étude pour voir pourquoi il y avait, vous voyez, il y avait des endroits plus touchés, c'était le problème des orages, vous voyez, des taches dans les hauteurs, plus il avait plu, plus... Et quand je vous dis le déclic, c'est que je vois les autorités, pas de problème, l'anticyclone qui protège la France, je regardais tous les communiqués du SCPRI, qui était le seul à l'époque chargé de donner l'information. Il disait, c'est même des traces de particules radioactives, c'était même pas des particules, vous voyez, circulaient, il n'y a rien à voir. Et c'est là où, deuxième personnage, Pollack, vous vous rappelez de Michel Pollack, qui m'invite dans son émission et qui me dit, j'ai vu que, alors je lui ai fait des conférences de presse entre-temps, j'avais donc le professeur Béraud qui est venu aux conférences de presse, qui disait, voilà, le lait, les fromages de chèvre, parce qu'on y allait toutes les semaines. Ah oui, mes gamins, ils ont galéré là. Toutes les semaines, on allait avec tous les échantillons qu'on pouvait ramasser et on publiait dans Libé Lyon à l'époque. Et c'est vieux, hein, parce que Libé Lyon, enfin bon. Passons. Et Michel Pollack m'invite à l'émission Droit de réponse. Alors c'est rigolo parce que j'ai été à côté du ministre de l'Environnement, qui est devenu député européen après. Et donc on s'est retrouvés au Parlement. Et lui il disait, ben, nous on a pris des mesures, nos gamins on a dit il ne faut pas les sortir, plus de bac à sable, tout le linge il fallait le rentrer, le laver, on a pris des précautions énormes. Et nous en France, vous voyez, eh ben, rien. Et c'est là que je me dis, mais comment on peut mentir aux gens? Vous voyez, moi ça m'a touché sur le plan scientifique en disant, parce qu'on avait le nucléaire, parce que Pellerin, il venait du CEA militaire, oui, toujours cette culture de l'opacité, avec les ministres à l'époque, il y avait Barzac, vous vous rappelez, qui était ministre de la Santé, il y avait Carignan, qui était ministre de l'Environnement, qui c'est qu'il y avait Madeleine, ministre de l'Industrie, et eux disaient, il n'y a aucun problème. Et c'est là où on a décidé, avec un groupe de personnes, de créer la CRIRAN. Vous voyez, c'est... Parce que moi, je ne voulais pas manifester, vous voyez, j'étais pas dans un parti politique en plus, hein. Mais comme on est biologiste, on est quand même très proche de la nature, donc on va plutôt vers les écolos. Mais je n'étais pas encartée, et même je me faisais engueuler par les écolos, parce que quand j'ai créé la CRIRAD, on était tout un groupe, on me disait, mais si tu crées la CRIRAD pour faire des mesures de radioactivité, tu vas dans le cadre de gérer le nucléaire. Vous voyez, c'est comme si, quand on devient scientifique, vous voyez, on est un peu le suppôt de ce qu'on veut condamner. Sauf que je leur ai dit, en tant que scientifique, si on n'a pas de mesure, comment on va prouver qu'on nous a menti? Et vous voyez, ma prise de conscience, elle est partie de là. Je ne supportais pas qu'on puisse mentir. Et alors j'étais, mais après, attaquer les médias, le Dauphiné libéré qui disait, vous voyez, quand Rivasi intervient à la télé, les agriculteurs ne peuvent plus vendre leur fromage de chèvre. Donc attaquer Rivasi, c'est ça que j'avais lu. Et après, téléphone, on va mettre le feu à votre baraque, vous imaginez, un peu tous les... Donc le harcèlement qu'on fait. Et là, ce qui vous permet de continuer, c'est d'être dans des associations. Vous voyez, parce que si on est seul, on ne peut pas lutter. Mais si on est, vous voyez, avec la sauce et la CRIRAD, je suis sûr qu'il y a des adhérents CRIRAD ici, ça a permis, vous voyez, de supporter les attaques qu'on a eues. Et puis après, j'avais le préfet qui me convoquait en me disant, mais
Enfin, en tant qu'agrégé, qu'est-ce que vous allez défendre des gens qui picolent, qui fument et tout ça? Il y aura peut-être quelques cancers en plus, mais on ne les verra pas. Vous voyez? Donc ce côté élitiste. Mais j'ai dit, mais justement, c'est parce que j'ai pu faire des études que je vais défendre les victimes. Mais vous vous rendez compte ce que vous me dites? De quel droit? Vous voyez, c'est parce qu'il y a ça la France, hein. Enfin, si vous voulez, on en discutera après, mais c'est quand même les castes là entre. Bon. En fait, tout ça, ça m'a fait prendre conscience que pourquoi on a menti? Parce qu'il y avait le lobby nucléaire. Ce lobby nucléaire ne voulait pas alarmer les gens, parce qu'on avait choisi quand même les centrales nucléaires, et qu'on ne voulait pas montrer que la radioactivité pouvait occasionner des effets sur la santé. Il ne fallait pas alarmer la population française. Et donc, on a menti, parce qu'après, on a attaqué Pellerin, il a été mis en examen, la police et la justice sont allés faire des perquisitions, et il y avait des tas de documents marqués confidentiels à ne pas divulguer. Le lait est trop contaminé en iode, on ne dit rien. Vous voyez, parce qu'à la frontière, il y avait des normes européennes, vous voyez, ça sert au moins à ça. Il y avait des normes européennes à 370 becquerels par litre pour le césium 134 à 137. Nous, on a eu des là plus de 10 000. Et les gens donnaient ça à leurs gamins. Donc après, il y a eu des cancers de la thyroïde, mais on a dit, ah oui, mais après 86, on savait mieux analyser les cancers de la thyroïde. On avait des diagnostics plus performants. Oui, mais on ment, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme ils mentent. Donc si vous n'avez pas des gens avec des mesures, vous voyez, des médecins capables de monter au créneau, parce que les médecins, à part Fauconnier, il y a eu quelques toubibs qui sont montés au créneau, mais ils avaient la trouille, parce que Pellerin, le SCPRI, donnait toutes les autorisations pour faire la médecine nucléaire. Donc si vous vous mettiez en porte-à-faux avec Pellerin, ben vous n'aviez plus les autorisations. Vous voyez, tous les gens qui travaillaient sur le cancer. Donc ça vous montre que tout le monde est un peu tenu, quoi. Voilà. Donc un lobby, c'est quelque chose d'hyper organisé qui a un pouvoir stratégique politique. Parce que même à l'heure actuelle, le lobby nucléaire, c'est pas les ministres qui gèrent ça. C'est l'Élysée. Et même à l'Élysée, comme ils n'ont pas les compétences en nucléaire parce qu'ils estiment que c'est technique, eh bien, c'est un pouvoir dans le pouvoir. Quand vous avez eu Anne Lauvergeon, cette anatomique-là, mais qu'elle est pourrie de pourrie, cette femme. Je ne sais pas si vous voyez, elle a acheté des mines, Uramine. Elle a dépensé plus de 1,7 milliard. C'est Areva, elle était responsable d'Areva. On a montré par les géologues de Areva que c'était des mines qu'on ne pouvait pas exploiter. Eh bien, elle les a achetées à un prix dingue. Tout ça parce qu'il fallait payer des commissions aux Américains, aux Chinois, même à la Thaïlande, à l'Afrique, pour qu'ils achètent les EPR. Et tout ça, elle a été mise en examen, son procès n'a jamais eu lieu. Donc, voilà, le côté pessimiste, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont en dehors du droit. Parce que derrière, il y a le nucléaire, parce qu'il y a la bombe, mais parce qu'aussi, on a choisi le tout nucléaire. Donc, si vous voulez, on ne veut pas du tout remettre en question ce choix. Donc, tous les gens qui sont attaqués pour malversation, parce qu'Anne Lauvergeon, elle avait son mari Olivier Frick, qui a fait du fric. Vous voyez, il avait un beau nom, là. Hein. Eh bien, ils n'ont jamais été mis en examen, et elle a reçu, je ne sais pas quoi, la Légion d'honneur, elle est toujours, vous voyez, dans tous les grands repas, tout ça, elle y est toujours encore. Moi, si je la vois, je vais lui dire, vous êtes une femme pourrie. Hein, vous avez dilipendé en fait l'argent public par Areva, même si je ne suis pas tout pro Areva, mais c'est notre argent quand même. Vous avez payé des sous-commissions. Il y a maintenant, moi j'ai regardé la mise en examen et là où elle est attaquée, et pas de procès, vous trouvez ça normal, vous? Hier j'ai vu Fabius pour une autre raison, et je l'ai engueulé là-dessus, j'ai dit mais explique-moi ça, pourquoi Lauvergeon elle ne peut pas? Mais il me dit, le nucléaire, c'est en dehors de la loi. Intouchable. Alors ça, c'est au niveau français. Alors au niveau européen, là c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que l'Autriche, le nucléaire, ils n'en ont jamais vu. L'Espagne sort du nucléaire. L'Italie ne veut plus de nucléaire. La population a fait
un référendum, ils ont dit plus nucléaire. L'Allemagne sort du nucléaire. Donc maintenant, il y a un contre-pouvoir européen. Mais la France, avec Macron et Merkel, ils ont un deal, puisque Merkel dit, nous on sort du nucléaire, tout le Siemens, tout ça qui était dans le nucléaire, ils se sont réorientés sur les énergies renouvelables et autres, ils disent, on ne parle pas du nucléaire. Vous voyez? Et en plus, il y a le traité Euratom, qui est un traité qui a été fait par 6 États à l'époque en 1957, et qui dit le bien-être de la population européenne passera par le nucléaire. Premier article. Vachement intéressant. Et autre chose, c'est que tout l'argent du nucléaire va dans ce traité Euratom, et nous, députés, on n'a pas la codécision. C'est-à-dire que s'ils décident d'investir dans les réacteurs à fusion, comme ITER, s'ils décident de vouloir faire des nouveaux réacteurs avec des sels de thorium, etc., eh bien, il n'y a pas la codécision des députés. Donc, ils ont encore, vous voyez, mais une autoroute. Et en plus, antidémocratique. Et donc, j'ai mis à l'ordre du jour de l'avenir de l'Europe qu'on discute ce traité Euratom. Et alors là, la politique entre en jeu. Entre en jeu parce que tout le PPE, les conservateurs, chez nous, LR, l'extrême droite, parce que l'extrême droite, il est pro-nucléaire aussi. Eux, ils votent pour le nucléaire. Quel que soit le truc, c'est bien, c'est pas bien, de toute façon, ils ne comprennent rien, donc ils votent ça. Les socialistes, pareil. Alors maintenant, on a des socialistes un peu plus critiques. Vous voyez, Place Publique, Génération Ouest, tout ça, ils sont devenus quand même un peu plus critiques sur le nucléaire. France Insoumise, maintenant, ils sont devenus anti-nucléaires. Mais Mélenchon, il a eu du mal. Mais enfin, il a dit, vas-y, quand même, tu m'as convaincu. Comme quoi, il faut jamais hésiter à former les autres. Mais quand on vote, eh ben, on n'a pas forcément la majorité. Et là, je suis contente, hier, parce que je vous amène des informations récentes, on a voté la loi sur le climat. Et c'est une loi, hein, donc c'est une législation européenne qui va être transposée dans tous les États. Et alors, on a eu une grosse discussion dans le groupe vert, parce qu'il y avait des amendements qui disaient oui, mais il faut considérer, si on vote pour la loi sur le climat, donc 60, alors on était à 55, on est passé à 60% de réduction des gaz à effet de serre, il faut permettre à chaque État membre de développer son énergie. Donc, comme le nucléaire est décarboné, eh ben, on va laisser à chaque État la liberté de choisir. Alors ça, nous, j'ai dit pas question. Alors pourquoi pas question? Parce que je vais vous dire ce qui va arriver. Parce que je vois des gens de la commission. Vous voyez, ça fait 3 mandats, mais c'est bien de faire 3 mandats, parce que maintenant je les connais, les gens de la commission. Vous voyez, j'ai des alliés. Et c'est important d'avoir des alliés au sein de l'institution. Ils viennent me voir et ils sont paniqués, parce que c'est les Chinois qui arrivent maintenant, avec des réacteurs clés en main. De 500 millions d'euros. Vous voyez, ce n'est pas les 13 milliards de notre PR de merde. 500 millions d'euros, des petits réacteurs, vous voyez, qui font 300-400 mégawatts, et qui vont être mis en Afrique. Vous voyez, vous avez des villes dingues, comme dans certaines villes en Afrique. Eh bien, ils vont installer des petits réacteurs, très robotisés. Vous voyez. Bon, en plus, ils sont gérés par les Chinois ou les Russes, parce que les Russes sont en train de faire les petits réacteurs entre 900 des plus importants. Et alors ils choquent complètement les Français, puisque nous on s'est complètement planté sur l'IPR, parce que les gens ne veulent plus des énormes réacteurs de 1400 MW, et c'est des petits réacteurs, et ils disent, en plus, ils ne respectent aucune législation. Et alors on a nos anciens pays de l'Est, tu vois, la Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, eux qui disent, ah ben nous, si on veut être fort, il faut qu'on ait du nucléaire. Et donc, eux, ils sont en train de faire des deals avec les Russes, avec Rosatom. Alors, c'est pour ça qu'on ne voulait pas les considérants, parce que si on acceptait ces considérants qui permettent à chaque État membre, eh bien, moi, je veux bien me bagarrer sur le CO2, mais si c'est pour avoir le nucléaire qui, vous voyez, remplace l'énergie thermique, eh bien, on risque d'avoir un accident nucléaire dingue. Hein. Alors là, on pourra se battre pour 60%, 65%, ça sera trop tard.
Eh bien, il n'est pas passé. On a gagné là-dessus. On était contents parce que on avait une troupe bleue que le PPE, vous voyez, avec... Eh ben, non. Et c'était à 55% et c'est passé à 60% de réduction de gaz à effet de serre. Donc on était très contents. Donc des fois, il y a des petites victoires, vous voyez. Et les gens sont très sensibles parce qu'il y a eu le mouvement des jeunes, très important le mouvement pour le climat. Tu vois, Greta Thunberg, tout ça, ça pousse. Mais les petits jeunes, quand même, si vous avez des gamins et tout ça, parce qu'il n'y en a pas trop ce soir, soyez sensibles au fait que, ok, il faut se bagarrer contre le réchauffement climatique, mais sans nucléaire. On ne peut pas accepter ça. Et ils ont fait le forcing sur l'Europe en disant, on va faire passer le nucléaire comme énergie renouvelable. Parce que, oui. Mais quand même, les experts de la Commission ont dit, il y a deux critères. Un critère, est-ce que c'est bon pour le climat? Et là, on ne peut pas dire non, parce que ça émet peu de CO2. Et est-ce que c'est un critère d'innocuité, c'est-à-dire est-ce qu'à moyen et à long terme, ça peut poser problème? Et là, vous avez le problème des rejets radioactifs, vous avez le problème des déchets radioactifs, et vous avez le problème aussi que le nucléaire est incompatible avec le réchauffement climatique. Regardez, quand il y a les rivières qui ont un débit qui diminue, eh ben, on fait comment avec les rejets radioactifs qu'il y a? Quand il fait trop chaud, vous vous rappelez, à Fessenheim, ils étaient avec des tuyaux pour refroidir parce que toute l'électronique ne supportait plus, vous voyez, les fortes chaleurs. Donc, ça ne va pas du tout dans le sens. Voilà. Donc, des fois, mais il est puissant. Ça, c'en est impuissant parce qu'il y a, vous voyez, il y a l'arme nucléaire, il y a la technologie et il y a le fait que, puis quels que soient les régimes politiques, de Chirac à Mitterrand, à Hollande, à Macron, pareil. Donc c'est à nous à dire niet. Bon, parce que la population a... Et le démantèlement. Et le démantèlement, alors, je ne vous en parle pas, il n'y a toujours pas de calendrier de démantèlement. Brennelis. Ouais. Brennelis. Exactement. Brennelis, c'est toujours... on a voulu démanteler. On a démantelé une partie. Et alors, oui, c'est d'abord, je ne vais pas rentrer trop dans le détail nucléaire, parce que moi j'en ai pour 3 heures, mais grosso modo, ce qu'on risque après, c'est le démantèlement. Ils vont banaliser les déchets radioactifs. Ils sont en train de dire, pour faire de l'acier, vous voyez, ça coûte cher, et bien toutes les ferrailles contaminées, on va les mélanger, vous voyez, à de l'acier non contaminé. Et après, ben, vous aurez toujours un peu des trucs contaminés. Qui va passer partout. Ouais. Et donc ça, nous, la CRIRAL, là, il se bagarre là-dessus en disant, parce que la France est le seul pays où, grâce à la CRIRAL, il n'y a pas de seuil. Vous voyez, on a refusé à ce qu'il y ait un seuil, parce que s'il y a un seuil, ils sont tellement malins, ils mélangeaient pour être en dessous du seuil. Alors que nous, on dit, non, à partir du moment où c'est radioactif, nous, ça va dans le stockage pour les déchets radioactifs. Vous voyez, on ne veut pas de... Et s'il y a des ferrailles, eh ben, on les fusionne en lingots pour que ça prenne moins de volume, mais on les stocke dans les décharges et dans les sites de stockage de déchets radioactifs. Mais on ne veut absolument pas que ça soit banalisé. Mais l'Europe est en train de pousser pour mettre ce qu'on appelle des seuils de libération. Voilà, c'est ça le risque du démantèlement. Deuxième gros lobby, pharmaceutique. Et alors là, pareil, actualité, parce que alors, je suis en plein là-dedans. Et je suis un peu atypique. Vous voyez, des fois, je me dis que c'est dur ce combat. Pourquoi? Parce que les labos surfent sur la peur, la santé. Et alors, ils disent, vous voyez ce Covid, ça tue, ça tue, ça tue. Enfin, quand on regarde les chiffres, vous voyez, prenez du recul. J'ai vu, en Europe, c'est 1,3 million de morts par an dû au cancer. Bon. Là, on est à 200 000 euros. À 200 000 euros, j'ai dit. À 200 000 morts. Donc, on n'est pas... Chaque année, il y a une augmentation de morts par le cancer. Bon. Et là, on dirait que c'est un truc... C'est pas Ebola, le Covid. Ouais. Quand c'était Ebola en Afrique, effectivement, vous avez entre 60% et 90% de morts. Là, on n'en est pas à ces taux-là. Bon. Et alors, comme la polémique de Raoult, pas Raoult, les pros, les contre, les trucs, eh bien, ils disent qu'il n'y a pas de traitement. Comme il n'y a pas de traitement, la seule solution, c'est les vaccins. Parce que s'ils avaient admis
Et ça, je vous assure qu'il y a eu des trucs louches. Hein. On le saura dans l'histoire. Bon, l'histoire de Raoult. Moi, enfin, Raoult, c'est pas un personnage. C'est un nanar un peu. Bon. Sur les femmes, pas terrible. Non, enfin, je veux dire, c'est un personnage que j'aime pas trop. Mais son protocole. Parlons de son protocole. Son protocole, sur les premières semaines, ça a pu aider les gens plutôt que de dire aux gens, vous restez chez vous avec du Doliprane entre nous. Bon. Donc c'était intéressant à travailler. Or, toutes les études qui ont été faites en fonction de son protocole, soit il ne prenait pas le bon dosage, soit il le faisait en phase où il était en réanimation, donc ça ne servait plus à rien, etc. Ils ont tout fait pour ne pas rentrer dans son protocole. Donc c'est bizarre quand même. Après, il y avait des médecins qui disaient Covid, c'est une pneumopathie atypique. Donc il faut donner des antibiotiques. Et il y a plein de médecins qui donnaient différents types d'antibiotiques. Eh bien, ils ont été attaqués par l'ordre des médecins en disant vous n'avez pas le droit d'appliquer ce protocole. On a vu ça où? Il y a eu énormément de médecins qui ont été attaqués par l'ordre des médecins. Et notamment ceux qui employaient l'hydroxychloroquine, alors on a carrément dit eh bien, vous n'avez plus le droit de le prescrire. Ce qui n'était pas tout à fait à 100%, mais les médecins ont compris comme ça qu'ils ne pouvaient plus prescrire. Et ça, comment les médecins n'ont pas plus au créneau en disant de quel droit nous, avec notre serment d'Hippocrate, etc., vous nous interdisez, vous voyez, de prescrire ça. C'est bizarre quand même ce qui s'est passé en France. Parce que dans les autres pays, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, toute l'idée, c'était de dire, il n'y a pas de traitement, donc on va sur les vaccins. Et alors là, 16 milliards on a mis, vous voyez. Et la commission a négocié avec chacun des labos. Donc il y a 6 labos qui ont été choisis par la Commission européenne, avec 6 négociateurs. Vous connaissez, j'ai dit, je veux savoir le nom des négociateurs. Ah, secret. Ah bon? On va distribuer notre argent, parce que c'est notre argent quand même, l'argent de la Commission européenne. Et on a des négociateurs, on ne peut pas savoir le nom, mais moi je veux savoir s'ils ont travaillé pour les labos pharmaceutiques. Donc donnez-moi le nom. Alors ils disent, ah mais on ne peut pas vous le donner parce que si on vous le donne, vous allez faire pression contre un négociateur. Non mais j'ai dit, s'il y a des gens qui vont faire pression, c'est plutôt les labos pharmaceutiques que nous. Nous, on veut vérifier s'ils ont des conflits d'intérêts. Parce que, vous voyez, les lobbies, ça va avec les conflits d'intérêts. On n'a pas obtenu ça. Alors, on a la DG, la directrice générale de la santé, qui dit on a signé des contrats. Alors avec Johnson & Johnson, on a signé avec Sanofi, on a signé avec Moderna. Enfin, je vous expliquerai un peu tout ça. Et j'ai dit, mais je vais avoir accès au contrat. Vous leur avez donné combien? Ah, on ne peut pas vous le dire. Et donc, alors moi je trouve ça scandaleux. Donc je suis montée au créneau et j'ai demandé aux autres députés, vous montez au créneau avec moi. Alors quand même, il y en a qui sont montés au créneau en disant, c'est de l'argent public, on veut accès à... Eh bien les labos ne veulent pas. Pourquoi? Parce que moi je veux savoir si par exemple AstraZeneca, les labos anglais, anglais suédois d'ailleurs, on lui donne combien? On lui donne 1 milliard, on lui donne 400 millions d'euros. Johnson & Johnson, on lui donne combien? CureVac, qui est un laboratoire allemand, on lui donne combien? Moderna, qui est un laboratoire américain, on lui donne combien? Je trouve que c'est intéressant quand même de savoir la distribution. Et puis après, elle me dit, alors ce que je peux vous dire comme ça, c'est qu'il y a plusieurs tranches. Si le vaccin s'avère pas mal, eh ben on va leur donner un peu plus. Et je dis, et si le vaccin est nul? Vous leur demandez le remboursement? Ah, voilà. Ah ben non. Donc c'est pour ça que, alors j'aurais dit, est-ce que vous avez accès aux données brutes de tous les essais cliniques? Ah ben non. On vous les donnera une fois qu'on aura autorisé le vaccin. Mais c'est trop tard. Donc voilà où on en est. Et alors, vous allez me dire, les lobbies existent. Laboratoires pharmaceutiques, je ne reviens pas sur le bouquin, c'est eux qui font le plus de bénéfices au monde. Vous voyez, devant les pétroliers, etc. 20% par an, hein, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, les gens... Et puis, bien sûr, distribution aux actionnaires, etc., etc. Puissance colossale. Et ils font croire aux politiques que s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas de vaccin. Et que le vaccin est la solution miracle. Et dans les vaccins, 3
trois grands types de vaccins. Vaccin traditionnel, vous savez, c'est un virus atténué. C'était Pasteur qui faisait ça, hein, en France. Et puis, maintenant, on a mis des vaccins OGM, génétiquement modifiés, où on met un virus, un adénovirus, et on y met, avec, vous savez, il y a des enzymes maintenant qui collent, on y met la partie ARN qui va fabriquer la protéine S, qui va être l'antigène qui va provoquer l'anticorps. Eh bien, on le met sur le virus, et le virus sert de vecteur, vous voyez, dans le corps. Et là-dessus, eh bien, on avait une directive OGM. Et la directive OGM disait, avant de faire des essais cliniques, il faut faire des études environnementales et sanitaires. Et ça prenait 3-4 mois. Alors, qu'on demandait les labos, via la Commission européenne, de faire sauter ça. Parce qu'il faut aller vite, vous comprenez? Les gens meurent comme des mouches. Donc il faut aller vite. Donc ils ont fait sauter ça. Alors moi, je me suis insurgée, j'ai dit, mais pas question, on prendra 3 mois de plus s'il faut, mais enfin il faut quand même savoir la toxicité. Et puis il faut voir les conséquences sur l'environnement. Eh bien non, il faut aller vite, vous comprenez? Donc il faut aller vite, donc les études cliniques, ça va aller beaucoup plus vite, et on va être des cobayes. Puisque un vaccin, ça met entre 7 ans et 10 ans. Nous, c'est même pas 1 an. Et donc, on veut vite sortir des vaccins. Alors, vaccin OGM, problématique, puisque les seuls qu'on a, c'est le vaccin Ebola. Et quand ils ont fait Ebola, c'est pour les Africains, vous comprenez, on n'a pas demandé la dérogation de la directive OGM. Hein. Et le pire du pire, c'est le vaccin CureVac, laboratoire allemand, et Moderna, laboratoire américain, avec l'ARN messager. Alors ça n'a jamais été autorisé. C'est tout nouveau, mais ça intéresse les labos parce que si jamais, comme ils reçoivent beaucoup d'argent public, ils vont faire une espèce qu'on appelle le design qui servira à d'autres vaccins. C'est-à-dire, alors vous n'êtes pas biologiste, mais grosso modo, la synthèse des protéines, vous savez que ça passe par l'ADN. L'ADN donne un message qui est l'ARN messager. Et c'est ce message-là qui va être décrit après sous forme de protéines. Eh bien, on va vous injecter directement l'ARN messager. Et l'ARN messager dans vos cellules va fabriquer la protéine dont je vous parlais tout à l'heure, la protéine S, qui va être responsable de l'anticorps. Sauf que, est-ce que ça ne va pas provoquer des maladies auto-immunes? Parce que c'est vous qui allez fabriquer ça direct. Eh bien, comme on est hyper pressé, ces effets secondaires, qui va être responsable? Le labo a dit, pas question que ce soit nous. Donc, les pays vont accepter, acheter des vaccins, et la France va accepter des millions de doses, va payer ça, et en contrepartie, elle sera responsable des effets secondaires. Ils peuvent toujours courir comme ici. Alors, pas vu, pas pris. Regardez pour l'hépatite C, le mal qu'ont eu les gens pour faire reconnaître les scléroses en plaques quand ils étaient vaccinés. Vous voyez, tous ces trucs-là, eh ben, ça va être le pays qui achète les vaccins qui va être responsable. Et ça, c'est dans le contrat. C'est pour ça que je voulais avoir le contrat, moi. Pour leur dire, mais c'est scandaleux. Alors, ils disent, scandaleux en Europe, oui, parce que vous avez une législation qui normalement demande à ce que ce soit les labos les responsables, mais aux États-Unis, les labos sont exemptés des effets secondaires. Alors, quand vous voyez ça, alors vous voyez qu'il y a quand même une complicité. Vous voyez les lobbies, ça dépend de la complicité aussi, à la fois des États membres, parce que les États membres, ils sont responsables, et des parlementaires. Si les parlementaires avaient dit, nous, pas de dérogation par rapport à la directive OGM, ils auraient été obligés de faire les études. Si tous les parlementaires disent, nous, on demande une résolution pour avoir accès au contrat. Eh bien, parce que les labos disent, mais non, mais faites-nous confiance, etc. Eh bien, l'argent, on ne sait pas le nom des négociateurs. Alors, ce qu'on sait, mais on ne l'a pas vu écrit, c'est que c'est les États qui vont être responsables, et on n'a pas accès aux données directes des essais cliniques. Et bien après, on me dit, Madame Rivasi, vous êtes anti-vax. Anti-vaccin. Alors j'aurais dit, parce que je demande la transparence, je suis anti-vax. Mais pas du tout. Moi, s'il y a un vaccin dont j'ai des garanties, qui
n'y a pas trop d'effets secondaires, parce qu'il y a toujours des effets secondaires dès qu'on a un médicament, pourquoi pas? Vous voyez, si je suis à risque, etc., et qu'on vieillit, etc., eh bien, en France, c'est binaire. Si vous émettez la moindre critique, vous êtes placé dans les antivax. Et alors, ils sont paniqués. Parce qu'ils disent, mais vous ne vous rendez pas compte, la population, on a fait des sondages en Europe, et les Français, c'est les pires. J'adore les Français pour ça, parce qu'ils sont toujours rebelles. 30% des Français, ils ne se feraient pas vacciner. Ça, c'est les rendre malades. Alors, ils vont faire de l'obligation vaccinale déguisée. Ils vont dire, maintenant, vas-y, vous prenez le TGV pour aller à Bruxelles, vous avez votre vaccin, vous ne l'avez pas, vous restez chez vous. Ils vont dire, vous voulez aller à l'université populaire, écoutez un tel, vous êtes vacciné? Non? Ah ben vous n'y allez pas. Et c'est comme ça qu'ils vont imposer l'obligation vaccinale. Parce que j'ai posé les questions à la commission a dit, c'est pas nos compétences, mais c'est les compétences des États membres. Donc ils ne vont pas le faire directement, mais ils vont le faire indirectement. Et, autre écueil, faites très attention, un autre lobby, c'est la digitalisation. La numérisation. Vous voyez, le truc dingue là que dit Macron, on est des amiches. Je suis une amiche, moi. Je suis une amiche de la Terre, je suis une amiche. Parce qu'ils disent, maintenant, on veut des passeports vaccinaux numérisés. Et alors, quand je vois mes députés qui disent ça, mais je dis, vous êtes complètement tarés. Parce que c'est la traçabilité des gens. Alors on dit protection des données personnelles, et surtout la santé, ce sont des données très chères, les données de la santé. Parce que vous avez tous les lobbies derrière qui regardent qu'est-ce qu'ils vont développer comme dispositifs médicaux, comme médicaments, tout ça, pour avoir des marchés. Et bien là, ils sont en train de vouloir faire des passeports, vous voyez, européens. Alors après, on vous dira, alors vous avez une petite carte qui va être numérisée, ou après, ça sera une puce dans les... Ouais. Et c'est là-dessus qu'il faut se bagarrer. Alors moi, là, je suis mais vraiment hostile à ce genre de choses. Donc voilà, mes craintes par rapport à ces lobbies, où il y a la complicité parce qu'ils utilisent la peur des gens et la non-connaissance des gens. Parce que tu vois, moi, on me dit, mais vous ne vous rendez pas compte vis-à-vis, par exemple, des 30 000 morts en France, qu'est-ce que tu vas leur dire? Eh bien, je leur dis, moi, ok pour les vaccins. Mais sachez que vous allez, quand vous êtes vacciné, vous êtes en bonne santé. Hein? Donc je veux être sûr que le vaccin, vous voyez, ça ne va pas vous rendre malade. Et que ça ne va pas vous provoquer dans 5 ou 6 ans des maladies auto-immunes. Parce que quand vous regardez l'augmentation des maladies auto-immunes, vous voyez, qui vous bouffent à l'intérieur, eh bien ça, c'est un sacré problème. Donc moi, les vaccins à ARN messager, à éviter. Et même, alors ça je vous le dis complètement off, la direction générale de la santé me dit les vaccins à ARN, on les donnera aux personnes très âgées. C'est dingue. Ça évite de l'évaluation sur le terrain. Parce qu'ils se disent, bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul. Non mais, voilà. Vous voyez que des lobbies, ça existe. Ils sont très présents, ils ont énormément d'argent. Et pour lutter contre ça, eh bien, la transparence, c'est indispensable. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas accès à ces contrats. Accès aux données, parce qu'on a plein d'experts indépendants. Moi, quand je les donné, toc, j'ai ma liste d'experts, je leur envoie. Vous voyez, pour vous donner AstraZeneca, là, notre labo, on a donné beaucoup de fric, ce labo anglais, là. Il y a eu quand même 2 cas, des femmes qui ont eu des myélines transverses. Vous voyez, des myélines transverses, c'est une maladie neurologique qui peuvent conduire à la sclérose en plaques. Eh bien, premier cas, ils ont dit, bon, c'est un cas, ça arrive. Bon. Deuxième cas, la même, une autre femme. Eh bien, l'agence anglaise a analysé ça, a dit, vous pouvez reprendre les essais cliniques, mais l'agence américaine a dit, pas question, on arrête tout. Donc, ces études, j'ai dit, pourquoi on les a pas? Parce que moi, je vais demander à mes experts de regarder si, vous voyez, il y avait peut-être une présomption de maladie avant que les gens se fassent vacciner, parce qu'il y a aussi des terrains, vous voyez, plus propices à ça. Mais moi, je ne fais pas confiance
à des agences dont le labo est dans le pays. Eh bien, j'ai questionné l'Agence européenne des médicaments, je leur ai dit, mais vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que vous avez accès à ça? Ils ont dit, non, on le verra quand ils nous rendront le dossier. Mais je dis, c'est maintenant, parce qu'on ne va pas leur donner de l'argent si on arrête les essais cliniques. Et après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, même les placebos, ils comparent le vaccin avec le vaccin sur la méningite. Moi, je dis, c'est où ça? Quand on fait un témoin, on fait une substance salée. Ah mais non. Donc, mais je ne leur fais pas confiance. Alors je dis, si moi, je ne leur fais pas confiance. Vous dites que les Français ne veulent pas se faire vacciner, et parce qu'il y a une défiance. Alors on me dit, mais comment lutter contre la défiance? Déjà, je dis, on lutte contre l'épidémie des conflits d'intérêts. Oui, vous me parlez d'épidémie de Covid, mais moi je vous parle d'épidémie des conflits d'intérêts. Je veux que tous les experts qui sont embauchés par la Commission, qui font les analyses, et même à l'Agence européenne du médicament, ce soient des gens qui pendant 5 ans n'ont plus travaillé pour les labos. Après, il faut qu'on ait accès à toutes les données. Vous voyez, parce que les agences c'est bien beau, mais enfin il y a des gens, je leur fais pas une confiance absolue. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et puis, il faut des politiques un peu plus rentre-dedans quand même. Parce que moi, quand je pose des questions, ils n'aiment pas quand même. Ils me répondent nommément. Parce que là, je leur dis, ça ne passera pas. Vous voulez retrouver la confiance? Eh bien, nous, on demande des conditions. Et là, on ne les a pas. Et là, je vous parle de ça parce que ça nous touche de près, tout cela. Puis entre Trump, là, qui dit ils auront un vaccin en octobre, là, à son élection, là, en novembre. Non, il faut du temps pour un vaccin. Bon. Voilà. Donc ça, je voulais vous dire parce que c'est... après, autre gros lobby qu'on a vu en France, c'est le lobby des pesticides. Parce que l'histoire des néonicotinoïdes, alors là, ça montre qu'ils connaissent mal l'Europe. Hein, parce que vous savez qu'en Europe, on a voté moratoire. Tout ça parce que là, pour une fois, l'agence européenne, l'EFSA, avait fait une consultation de tous les experts. Et ils avaient dit, quand on fait une étude sur les pesticides, il faut regarder sur les abeilles à la fois les effets aigus, vous voyez, quand on le met, s'il y a des morts, mais les effets chroniques et les effets sur les larves. Eh bien, pour tout vous dire, les États ont refusé les effets chroniques et sur les larves. Ils ont dit d'abord, on ne regarde que les abeilles, alors qu'il y a d'autres pollinisateurs que les abeilles quand même. Bon. Et alors là, on est remonté au créneau, enfin bon. Mais quand même, c'est interdit les néonicotinoïdes. Vous voyez, parce qu'il y avait cette feuille de route qui date de 2013, et que là, la Commission a dit, sur cette base-là, on interdit les néonicotinoïdes. Et puis après, nous, on a d'autres lobbies agricoles, FNSEA, avec nos pauvres betteraviers, qui ont énormément d'emplois, qui ont 450 000 hectares, d'ailleurs, j'ai vu, hein, en betterave, et puis il y a le puceron, la jaunisse. Et donc, il n'y a qu'un seul pesticide, c'est ces fameux néonicotinoïdes. Alors, moi, ce que je leur ai dit, mais vous avez, dans la directive pesticide, un article qui permet que ponctuellement, c'est l'article 53, vous pouvez utiliser ce pesticide si jamais vous avez une forte maladie. Mais c'est autorisé sur, vous voyez, un laps de temps de 2 mois, quoi, 3 mois. D'ailleurs, c'est une dérogation qui est limite, parce qu'elle est beaucoup utilisée, vous voyez, dans certains pays. Alors que là, la loi qu'ils ont fait passer, c'est sur 3 ans. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi sur 3 ans? Pourquoi pas ponctuellement? En nous faisant pleurer dans les chaumières, hein, avec le sucre, etc. Alors qu'il faut diminuer quand c'est le sucre. Donc c'est scandaleux, ça. Notre député l'a voté, hein, je tiens à souligner le député de... Alors là, il faut les titiller. Vous les voyez sur les marchés. Vous dites, vous avez voté, vous êtes pour la mort des abeilles. Avec des gens comme vous, mettons de l'argent, vous voyez, sur les alternatives. Parce qu'on peut trouver des alternatives. Mais arrêtez de...
Parce qu'une fois qu'on n'aura plus d'abeilles, mais on ne sera plus là, hein. On fera comme les Chinois. Vous avez vu que les Chinois, ils sont en train de polliniser là, avec des pinceaux, là. Non, mais dans quelle société, là on va créer Des grosses. Et oui, ça va créer, c'est comme en Corse où ils ont fait un charter là, pour les Marocains pour ramasser les clémentines. Non, mais, et puis le dernier, là, c'est sur... oh là là, c'est sur la 5G, le Linky. Ça, c'est les opérateurs téléphonie mobile. Avec la commission, alors là, la commission, elle est très complice. Parce qu'elle s'est entendue avec les États membres et les opérateurs pour dire, parce qu'ils parlent de Green Deal, vous savez, c'est le mot à la mode, là, les écolos, là, super, on fait le Green Deal. Mais on fait la numérisation, et grâce aux ondes électromagnétiques, on va avoir une société de rêve. Vous aurez une cuisine interconnectée, vous aurez des drones qui vont vous livrer votre courrier, vous aurez des voitures autonomes, tatati, tatata. Et alors, ces antennes 5G, ils ont commencé à les installer pendant le confinement. Et sur la santé, moi je leur ai dit, mais vous êtes hors système, parce que l'Europe a mis 700 millions d'euros pour aider les opérateurs téléphoniques mobiles. Les pauvres, ils n'ont pas d'argent. Donc 700 millions d'euros, et normalement, on doit faire une étude d'impact. Et impact sanitaire, environnemental, économique et cybersécurité. Ils ont fait cybersécurité pour voir les Chinois, les trucs. Alors, on gueule contre les Chinois, ok, mais les Américains, c'est pareil. Hein. Parce que nous, on est contrôlé par les Américains ou les Chinois, c'est Cisco, c'est Huawei, enfin bon, parce que ça c'est pour répondre à Jadot, qui dit ah, les Chinois, les Chinois, mais hein, et les Américains aussi, bon, enfin pas ça. Mais là, c'est la surveillance. C'est la surveillance. En plus, là, les Européens sont sur les antennes, mais les Américains sont sur les satellites. Avec Elon Musk et tout ça, parce qu'ils veulent mettre Internet après avec ce qu'on appelle des ondes millimétriques à 26 GHz sous forme de satellite. Donc moi j'ai fait plein de groupes de travail à l'Europe pour leur dire, j'ai fait monter au créneau des astronomes, des météorologistes, tout ça, parce que c'est les fréquences qu'ils utilisent pour analyser le ciel. Et eux, ils disent, c'est pas possible. On va avoir une pollution par les satellites, mais les satellites, ça va nous surveiller de façon dingue. Et on a des lanceurs d'alerte en ce moment qui travaillent pour les opérateurs et ils sont en train de mettre des algorithmes pour ficher les gens, pour la reconnaissance faciale. Et après, on va vous dire, vous êtes sortis hier soir, hein? C'est pas bien, vous êtes allés là, écoutez Mme Rivasi, là, hein? Qui vous dit des choses qu'il ne faut pas, des fake news. C'est des complotistes, tous ces gens-là. 3 points en moins, vous n'aurez pas de vacances. C'est ça qu'ils font en Chine. Non, mais quand, alors, on a été traité d'amiche, là, mais c'est quelle société on veut, en fait? Donc, vous voyez, il y a ces opérateurs qui ont leur plan, leur business plan, qui est sur le progressisme vert. C'est les nouveaux termes à la mode. Ouais. Il y a le séparatisme rouge, mais il y a le progressisme vert. Et bien là, ils sont là-dessus. Mais c'est la croissance. Alors, on dit qu'il faut éliminer les ressources, enfin, faire attention au niveau des ressources. Mais le portable, terminé, il va falloir le changer. Si vous voulez vous brancher sur la 5G. Votre appareil de je sais pas quoi, là, que ce soit le frigo, tout ça, si vous voulez qu'il soit connecté, il va falloir le changer. Donc ça fait marcher le commerce, ça fait marcher l'industrie, mais ça fait toutes les extractions. Alors on est où là? On vous parle défendre le climat, faire attention de ne pas gaspiller, de recycler, et on veut vous faire changer pour votre matériel. Pourquoi? Pour aller plus vite, pour charger plus vite. Ça importe absolument. En plus, pour détruire énormément d'emplois entre nous. Et ça se discute. C'est pour ça que nous, on a lancé, vous voyez, avec les nouveaux écolos là, qui ont été élus dans les grandes villes, on veut un débat. Quelle société on veut pour demain? Quelle garantie on veut avoir? Parce que la 5G, ils font rire, mais c'est surtout pour les villes, pour les industriels, mais pour le consommateur qu'on est, de prendre son film, comme certains ont dit porno, en 5 minutes ou en 30 secondes, en passant, ça change quoi? C'est complètement débile.
eh bien, on n'a plus le choix. Et vous voyez, souvent, je disais toujours mes 3D. Les industriels décident. Premier D. Ils décident, ils ont mis en place une technologie, ils décident. Bon. Le deuxième D, ils désinforment. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont vous dire c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, comme le nucléaire disait, mais la radioactivité, ça n'a aucun effet. Les ondes électromagnétiques, ça n'a aucun effet. Mais de plus en plus, il y a des électro-hypersensibles. Il y a de plus en plus, on s'aperçoit que, vous voyez, les ondes, ça peut avoir un effet chez les jeunes enfants. Et tous nos grands ingénieurs, là, aux États-Unis, tout ça, eh bien, les gamins, maintenant, ils les mettent plus devant les écrans. Hein. Ils les mettent, vous voyez, dans les écoles nature, des trucs, parce que ça diminue le cortex. Hein, ils commencent l'étude là qu'ils ont menée aux États-Unis, une très grosse étude. Ils ont vu que ça avait des conséquences même au niveau du développement du cerveau. Alors quand je vois tous nos gamins là, addicts, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi? Des asociaux? Hein, tout passe par... Donc, j'en étais... Pourquoi je ça ah ouais. Donc, ils désinforment. Puis il y a quand même des lanceurs d'alerte. Vous voyez, des gens qui disent, ah mais attention, il y a des études qui montrent tout ça. Alors, ils font un troisième D, ils diffèrent. Ils disent, ah, il y a controverse scientifique. Donc, il faut faire d'autres études. Et comme ça, à chaque fois, ils gagnent du temps. Ben, ça marche comme ça. Alors après, vous me dites, mais est-ce que les lobbies gouvernent? Qui gouverne en fait? Les lobbies ou les politiques? Alors, moi je vous dirais, tant qu'il y a des politiques qui se bagarrent, on leur met des obstacles. Mais si on laisse faire, vous voyez, sans contrepartie, sans demander des comptes, sans restreindre l'argent qu'on leur donne, parce que c'est des multinationales qui ont des budgets, mais même supérieurs à certains États. Donc, à la limite, les politiques, c'est des gens qui les emmerdent. Quand on reçoit, nous, des grands patrons, j'adore, moi, ces repas où il y a les grands patrons. Je me rappelle, une fois, j'avais rencontré le directeur d'Orange. J'avais été attaqué, vous savez, avec la guerre. Il était là, tu sais, d'un air arrogant, méprisant. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, alors? Pourquoi vous venez me voir? Pour qu'on aille dans votre sens? Mais vous pouvez partir, hein. Tu vois, il faut les remettre à leur place, ces gens-là. Est-ce que tu vois, ah, c'est le grand pont de L'Oréal qui vient nous voir. Ah, semaine prochaine, je vois Danone. Je vais leur ramener les petits sacs de lait, là. Vous savez qu'ils font des laits enrichis avec l'huile de palme, puisque toute la matière grasse, ils le mettent pour faire du beurre qu'on mange, nous. Mais pour les Africains, la poudre de lait, vous savez, quand on a trop de poudre de lait, qui appauvrit, vous voyez, c'est comme l'uranium appauvri, eh bien, ils l'enrichissent avec de l'huile de palme qui participe à la déforestation. Donc j'ai préparé tous ces trucs que j'ai récupérés en Afrique, hein, et je vais dire, c'est ça. Ils vont parler de Green Deal, hein. Mais si vous ne leur dites pas, les mecs, ils font vous savez, les gros bras. Non, il y a une opposition, pardon. C'est pour ça que le tout, c'est qu'il ne faut pas rester seul, il faut arriver à convaincre que les autres groupes nous suivent. Et je trouve que le fait que les écolos ont fait un bon score, eh ben, vous voyez que maintenant, ils sont obligés d'en tenir compte. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, parce que je vous dis des fois... mais je trouve qu'il y a quand même cette évolution. Mais c'est un combat tous les jours. Hein. Il ne faut pas leur laisser un peu de truc. Et alors, ce qui m'affole un peu plus, c'est la commission, parce que je trouve que la commission, vous voyez, il y avait quand même des fonctionnaires qui étaient pour l'intérêt général. Et maintenant, j'aime pas quand la commission devient trop politique. Parce qu'après, elle suit, vous voyez, le président de la commission, alors maintenant c'est une femme, enfin elle est quand même conservatrice, vous voyez, après ils deviennent politiques et ils ne deviennent plus des experts pour l'intérêt général. C'est comme nous, nos hauts fonctionnaires de l'ENA. Vous voyez, quand ils suivent la politique, on dirait que nous, le peuple, on est des ignares. Mais non, le peuple devient expert maintenant. Dans le peuple, vous voyez, regardez toutes ces assos où les gens ils deviennent des experts, c'est incroyable. C'est ça qui est... Et parce qu'il y a Internet, parce qu'ils s'informent, parce que... Donc vous voyez que, comme on dit là, je regardais, tu vois, la 5G là, menace ou progrès? Moi je suis pour le progrès.
mais un progrès humain, un progrès, vous voyez, qui sert à l'intérêt général. Soit un véritable progrès. Qui soit un progrès, justement, pour l'intérêt général et pas pour des lobbies ou des industriels, etc., avec l'idée qu'ils veulent nous tenir quand même. Vous voyez, moi, cette surveillance des données personnelles, etc., vous voyez, moi, je suis piraté tout le temps. Pourquoi je suis piraté tout le temps? Alors, j'ai plus de mails, j'ai plus de trucs, tout ça. Vous voyez, maintenant, quand même, ça n'existait pas au moment de la création. Les réseaux sociaux, ça devient infernal. Hein. Absolument. Quand ils veulent vous casser, vous voyez, vous traitez de je sais pas quoi, d'antivax, de trucs, tout ça, mais ça peut être horrible. Alors, à la fois, il y a des choses positives parce que vous avez, vous voyez, une information plurielle, mais à la fois, quand c'est organisé, eh ben, c'est organisé, hein, c'est... Ah non, non, puis quand vous voyez les Russes, tout ça, qui s'organisent, vous avez les Américains, c'est pareil, des partis politiques aussi, vous voyez, parce qu'ils mettent plein de... Alors, jeunes, hein, je ne suis pas contre les jeunes, mais ils manipulent bien ces trucs-là. Eh ben, ils sont capables de vous envoyer des trucs de façon très importante pour des fake news, quoi. Et ça, à une époque, je vous assure, on l'avait pas. C'était plutôt, bon, la presse, le truc. C'est fini, ça. C'est fini, les gens, ils sont devant leurs réseaux sociaux, là. Et en plus, quand vous voyez YouTube, ils embauchent des ingénieurs pour vous rendre de plus en plus addict. Et ils disent, plus c'est fake news, plus c'est... incroyable, mais plus les gens s'accrochent parce qu'ils regardent le nombre de vues. Donc on va nous transformer en quoi? En débiles? En robots. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous. Alors, je veux dire que il y a des gens quand même qui sont conscients, sensibles et qui se bagarrent contre tout ça, quoi. Parce que moi je suis pour restaurer le politique. C'est quand même le politique qui doit décider d'une stratégie économique, d'une stratégie sociale. Vous voyez, c'est pas quand même les industriels qui décident, là. Justement, comment on peut faire pression sur les élus? Comment est-ce que la population peut faire du lobbying vis-à-vis des élus? Comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, vous avez intérêt à bien choisir vos élus. Désolé, c'est la chose la plus difficile. Alors, ça, première chose, choisissez bien vos élus et regardez le point. Après, bon, vous avez un élu, il est là. Bon. Ne perdez jamais espoir que vous pouvez le convaincre. C'est bizarre, la vie. Vous voyez, il y a des gens, bon, ils sont idéologiquement contrôlés, bon. Mais il y a des gens après qui peuvent avoir dans leur vie personnelle des choses qui les ont fait mûrir. Vous voyez, c'est... Moi, je l'ai vu sur le cancer, par exemple. Je l'ai vu sur les électro-hypersensibles. Parce que là, vous savez, je me bagarre pour faire un site, pour les accueillir, tout ça. Ça fait depuis 2014 que je me bagarre. Mais j'ai trouvé le site, j'ai trouvé des financeurs. Enfin, vous voyez, ça avance. Et vous rencontrez quelqu'un qui dit, mais oui, mais près de chez moi, j'ai, tu vois, dans ma famille, et ça les change. C'est pour ça que ne perdez jamais espoir dans l'humain. Des fois, vous avez des gens, bon, vous n'arriverez jamais, ils sont rigides. Mais d'autres fois, vous pouvez, ça peut aller dans votre sens. Mais il ne faut pas les lâcher non plus. Je vous trouve des fois trop gentils. Quand ils ont voté là, contre l'interdiction du glyphosate, sur les néonicotinoïdes, sur le fait d'affaiblir les lois sur l'environnement, là, il ne faut pas les louper. Gentiment, toujours. Moi, je suis très respectueux des gens. Mais là, je dis, vous savez, ça ne va pas. Vous êtes en train de... Si on simplifie les lois sur l'environnement, mais tout leur est permis. Regardez le nitrate d'ammonium au Liban. Nous, on l'a eu à Toulouse. Et bien là, ils sont en train de dire qu'il n'y aura plus de déclaration en dessous de 250 tonnes. Mais on est où là? On peut sauter à moins de 250 tonnes. Les commissaires enquêteurs, moi je les défends. Les commissaires enquêteurs qui ont dit non à Roibon, vous vous rappelez, où ils voulaient faire 1000 cottages. Et alors que c'était un endroit où il y a toute la nappe phréatique du Miocène. Le fameux interpark de Roibon. Voilà. Eh bien,
il y a un commissaire enquêteur qui a donné un avis défavorable. Que fait l'État? Il leur a dit. Eh bien, avec Corinne Lepage, pour les partis politiques, parce que moi, quand je fais des trucs, je mets tout le monde. Hein. Toi, pour montrer que, parce qu'en plus, ça les forme. C'est là qui ne sont pas bien formés, comme ça, eh bien, on l'a défendu. C'est comme Emmanuel Lamarre, chez vous, là, hein, avec les bébés sans bras. Vous vous rappelez cette femme là, qui avait fait son registre? Eh bien, on a fait une conférence de presse, on l'a défendue, sinon elle était virée. Parce qu'elle avait, sonné le tocsin, là. Donc, voilà, il faut vraiment défendre les gens, et là, ça peut perturber un peu le fonctionnement. Mais ces gens-là, là, qui ont voté, il faut pour leur montrer que c'est pas neutre leur choix. Parce que comme ils sont à Paris, ils pensent que vous ne suivez pas. Vous voyez? Alors que là, vous pouvez avoir accès au vote et tout, on dit non, on a vu là, c'est pas bien ça. Hein? Qu'est-ce que tu diras à ton gamin là, quand il n'y aura plus de. Ou ta gamine quand il n'y aura plus d'abeilles, tout ça? On va Il y a pas une lui dire campagne la de main. mail qui est en route, là, justement, avec la possibilité de savoir ce qu'a voté son député, et envoyer des messages. Ça a démarré depuis avant-hier, mais. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est pour ça que la transparence est importante. Parce qu'avec la transparence, vous avez les votes. Et les votes, il faut les questionner. Et puis, il faut leur dire, écoute, on fait une réunion, au début, vous êtes sympa, avec des experts qui vont t'expliquer. Ou alors c'est ça qui est le problème, c'est qu'ils veulent faire carrière. Et si votre député, il veut être ministre, alors là, il va se coucher sur la table. Et tout ce que va demander LRM, eh bien, il va bloquer. Et là, vous êtes... Vous voyez? Moi, c'est ce que la politique m'a appris. J'ai jamais voulu être ministre. Parce que vous êtes ministre, c'est les couleurs. Moi, je préfère être député, avoir ma parole libre, et travailler avec les citoyens pour faire des rapports de force. Mais quand vous êtes ministre, regardez Pompili, on connaît bien Pompili Théodore. Elle a voté la loi contre les néonicotinoïdes. Alors après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partir, elle va faire comme Nicolas Hulot. Oui, si vous êtes honnête dans votre tête, comment vous pouvez résister? De toute façon, c'est un gouvernement qui va vers les lobbies. Même s'il a d'autres qualités. Comme ça, les choses ne sont pas toutes blanches pour moi. C'est quand même Macron, c'est quand même quelqu'un qui est très proche. Il est formaté banque. Vous voyez, il est formaté lobby, il est formaté pouvoir. C'est pas quelqu'un, parce qu'il n'a pas été élu local aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement décalé par rapport au peuple français. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Oui, il y en a des élus aussi qui se font des porte-paroles au niveau international, soi-disant de défendre la cause de l'écologie, et puis comme Macron, qui donne des leçons sur l'Amazonie, qui donne des leçons à tout le monde, et puis qui après, au niveau local, enfin, national français, fait en sorte que des lois soient votées au Parlement qui sont à l'encontre des discours qui sont tenus au niveau international. Là, c'est compliqué quand même. Ben, c'est compliqué quand vous êtes au pouvoir de ménager un peu tout le monde. Donc, soit vous avez des convictions pour l'intérêt général et vous êtes capable, tu vois, de les partager avec les gens, sachant qu'il faut raisonner avec des gens responsables et adultes. Et pour ça, il faut jouer à la fois sur les débats citoyens, parce que moi, j'aime pas quand les politiques, même si c'est des gens bien, mais qui décident tout seuls. Et vous voyez, il faut toujours faire partager les choses avec les gens. Ça modifie des fois un peu votre parcours, parce qu'il est moins direct, mais si vous n'impliquez pas les gens avec vous, ça ne marche pas. Vous voyez, il faut les... Moi, j'ai été adjointe, c'est pour ça que je trouve que de faire différents types de... Quand j'étais adjointe à Valence, on avait fait une fusion avec le Parti Socialiste et le maire a dit c'est moi le maire. Alors, je lui ai dit non, si tu es là c'est grâce à moi, si je suis là c'est grâce à toi, on fait un duo. Ils n'aiment pas ça. Ben ouais. Et alors on avait dit cantine bio. On reprend les cantines à Sodexo. On m'a dit mais non, Sodexo gère très bien, vous voyez, on délègue au privé. J'ai dit non, ils me font du bio industriel. Ils vont me chercher du bio en Ukraine, un truc, tout ça. Moi, la Drôme, c'est le département du bio de France. On fait des plateformes avec les biodromes, tout ça. On va acheter du bio local.
Et je veux des contrats pour que les agriculteurs s'installent. J'en ai une, je me rappellerai toujours, qui me dit, oui mais Michel, tu sais, aux cantines, il faudra que les gamins choisissent entre le bio et le non bio. Je dis, mais c'est quoi le bio pour toi? Tu vois? Parce que pour eux, le bio, c'était végétarien. Tu vois? Et que le non-bio, enfin le non-bio, il y avait, vous voyez, de la sauce, de la viande, les trucs, et le bio, c'était les graines, quoi. Donc déjà, eh ben, c'est parce qu'il y a eu tout ça, on a fait ça. On a repris l'eau à Veolia. Vous voyez? L'eau, maintenant, c'est le régime direct de la ville de Valence. Mais on faisait chaque fois des réunions, hein. Plus aucun pesticide, vous voyez, c'était déjà 2009, nous. Vous voyez, il n'y avait même pas la loi. Plus de pesticides, il a fallu que je fasse de la formation. Je me levais à 7h du matin pour convaincre. Je les ai envoyés à Grenoble, à Rennes, tout ça, où ça se faisait. C'est-à-dire que si vous impliquez les gens avec vous, et quand la droite nous a battus après, eh bien, le maire, il n'a pas remis en question ce qu'on avait fait. Parce que la population disait, ça on l'a obtenu, on ne va pas en arrière. Et ça, je trouve que ce travail de communication, d'échange, de trucs, il est capital. Alors ça, tu vois, tu peux modifier un élu qui n'a pas été... voilà. On va peut-être faire circuler la parole dans la salle. Donc si vous avez des questions à poser,